bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes petites lectures. Et il y a eu pas mal de lectures de fait. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai été à la bibliothèque, donc j'ai ramené des choses. J'ai aussi fait des petits achats. Bref, j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Donc pensez à vous installer confortablement et à prendre une boisson chaude, quelque chose à grignoter peut-être. Moi, je me suis pris ceci parce que je pense qu'on va en avoir pour un moment. C'est occupé à infuser. Donc je suis prête, je suis parée. On va donc commencer. Alors ça c'est pour les lectures qui sont faites. Donc ça donne ceci. Je vais commencer par la série de mangas que vous connaissez maintenant depuis le temps. C'est donc Beastars. Je suis toujours occupée à les continuer. J'ai lu ici jusqu'au tome 16. Les précédents, je les ai déjà rendus à la bibliothèque. Et j'ai toute la série qui comporte les 22 tomes. Donc j'avance. J'ai bientôt fini et j'aime toujours autant. C'est vraiment super intéressant. C'est très travaillé, c'est très bien construit. Il y a plein de thématiques qui sont abordées. C'est vraiment très bien fait. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a quand même pas mal de violence au fur et à mesure qu'on avance. Oui, ça, il y a beaucoup d'enjeux et c'est très bien fait. Je vous recommande si ça vous intéresse, peut-être essayer les premiers tomes et voir si vous êtes pris dedans. Au niveau des planches, je vous ai déjà montré plein de fois, mais on a ceci là dans ces tomes-ci, les derniers que j'ai lus. On va s'intéresser à la famille de Legoshi plus précisément, à sa famille, à son grand-père et à sa mère. On va en apprendre un petit peu plus sur qui il est exactement, ce qui explique aussi son caractère et sa difficulté à trouver sa place dans la société. Donc c'est super intéressant. Donc voici pour le petit manga. Ou sinon j'ai également terminé L'Épouvanteur, le second tome de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, si je me rappelle bien. J'ai déjà ramené le deuxième tome que j'ai terminé, donc je vous mettrai une petite illustration à gauche ou à droite. Donc je continue cette série, comme je vous l'avais dit à la fois passée. J'avais emprunté le premier et le deuxième tome qui sont des relectures. J'avais lu les premiers tomes, je sais plus jusqu'à où, mais je suis certaine d'avoir lu le premier et le deuxième tome, donc je les ai relus. Et c'était vraiment très chouette. J'avais beaucoup apprécié le premier, j'ai adoré aussi le second, c'est vraiment très bien fait. Cette ambiance un peu sombre en avance dans l'histoire. On suit Tom qui est toujours avec son maître, John Gregory qui est l'épouvanteur. Dans le deuxième tome, justement son maître Gregory a eu des petits tracas et c'est Tom qui va le soutenir et l'aider. Il y aura toujours le personnage de Alice qui est une jeune sorcière qu'on rencontre dans le premier tome, qui va aussi avoir un rôle à jouer dans le second. C'était vraiment très sympa. Je vous recommande grandement cette série qui est vraiment très bien faite, aussi bien pour la jeunesse que pour le public adulte. Donc n'hésitez pas à vous lancer dedans et à le découvrir si ce n'est pas encore fait. Oh, sinon, j'ai lu ceci, donc cette magnifique BD, roman graphique plutôt, c'est Les Monstres, et plus précisément l'encyclopédie du merveilleux. C'est fait par Sébastien Pérez et par Stan Manoukian aux éditions Albin Michel Jeunesse. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je l'ai lu directement, donc c'est bien, il n'est pas resté longtemps dans ma palle, c'est toujours ça de fait. Et c'est magnifique à l'intérieur. Et le livre est très grand, donc je vais essayer de pas me frapper avec les pages. Je pense que je vous ai filmé quelques plans que vous avez pu voir dans l'intro. Mais voilà, on a ce genre de choses. C'est vraiment très beau. On a des choses comme ceci. Il y a aussi des changements de sens avec ça. Donc c'est vraiment une très belle BD, j'ai passé un très bon moment, les illustrations sont magnifiques. Après c'est un ouvrage qui se lit assez vite, mais on va parler des monstres de manière générale. Donc il y a des monstres évidemment mythologiques comme Méduse, comme le Cerbère, des choses comme ça. On a aussi la thématique des monstres de foire.
Ça c'est assez intéressant vu que ils sont représentés ici. Donc ça, ce sont des personnages réels et pas du monde mythologique. Et on a des planches avec par exemple des thématiques comme ici les cachettes des monstres. Bon, c'est adressé à la jeunesse, hein. Donc c'est fait de manière assez mignonne. Pour les cachettes des monstres, on nous explique qu'il y a les puits, qu'il y a les grottes, qu'il y a les lits sous le lit, dans les placards, des choses comme ça. Et sinon, on a aussi des planches avec d'un côté l'illustration et de l'autre côté l'explication et des petits renseignements qui prennent une page. Donc ça se lit assez rapidement. On a aussi tout ce qui est créatures fantastiques aussi. Donc c'est assez bien fait, c'est assez complet. On va parler des vampires aussi, on va parler du croque-mitaine. Donc c'est vraiment très très chouette. Les monstres des légendes également, qui vient aussi d'autres pays, d'autres continents, comme on a le Wendigo par exemple en Amérique du Nord. Il y a plein de choses et c'était vraiment très sympa à lire. C'est magnifiquement illustré comme vous pouvez le constater. Ici on a le monstre de Frankenstein. Donc voilà, c'est une très chouette BD qui est adressée plus à la jeunesse, mais honnêtement ça convient très bien aussi à un public adulte, juste pour la beauté du livre et les petites informations qui sont quand même intéressantes. Il y a des choses que je savais pas, je suis pas une spécialiste des monstres, donc c'est assez sympa d'avoir ce genre d'ouvrage dans sa bibliothèque. Et en plus, ça donne très bien, hein, c'est magnifique. On voit ici qu'il y a même des petits effets irisés avec des petits reflets. Bref, je suis ravie de l'avoir acheté et de l'avoir découvert. Alors, je vais maintenant passer au roman et je vais vous parler d'un abandon. C'est celui-ci, c'est Le Feu Noir de Édouard Bernadac. C'est une édition France Loisirs qui est vraiment très belle. Je trouve que le livre est extrêmement beau. À l'arrière aussi, on a des petits éléments comme ça en bas. Donc voilà, très très jolie couverture et j'avais vraiment hâte de le découvrir parce que la 4e de couverture me tentait énormément. Donc on nous indique que le corps d'un jeune étudiant en théologie est retrouvé intact 50 ans après sa disparition. Donc c'est déjà assez original. Il est retrouvé dans un séminaire abandonné en Sardaigne. Oncle du commandant d'Estagne, Lucas était le paria de la famille au sujet duquel couraient de terribles accusations. Durant son exil volontaire sur l'île afin d'échapper tant à la police française qu'à ses démons, le séminaire était-il devenu son ultime refuge ou le théâtre de nouvelles abominations? Tout ça tente beaucoup. À la recherche du passé, le commandant d'Estagne, secondé par la capitaine Sophie Blandy, découvrira au cœur du village sarde, isolé et comme figé dans le temps, un monde ténébreux plein de croyances, de sorcellerie et de folklore mystérieux. Tout ça faisait que j'avais très envie de le lire et c'est pour ça que je l'avais sorti de ma palle d'automne. Il était dans ma palle d'automne et je l'ai sélectionné très vite, mais je l'ai abandonné parce que ça m'a pas convenu du tout. J'ai lu la moitié ou même un peu plus de la moitié et je me suis forcée parce que dès le début déjà je n'ai pas accroché en fait avec le style et la plume de l'auteur, donc ça a déjà freiné ma lecture. Et puis l'enquête m'intéressait beaucoup, mais je trouvais on passait beaucoup trop de temps avec les personnages, donc notamment avec le commandant d'Estagne. On nous dit qu'il va former un duo pour résoudre cette enquête. C'est mis dans le 4e de couverture que je viens de vous lire avec l'autre, la capitaine Sophie Blandy. Mais en fait, il faut attendre la moitié du livre, donc il faut quand même lire plus de 200 pages avant que le duo se rejoigne. Avant ça, on passe du temps avec le commandant d'Estagne qui effectivement va en Sardaigne pour s'occuper de cette affaire. Le personnage policier, en fait, il a tous les clichés du monde. Moi, ça me dérange pas. Il y a souvent dans les livres policiers le personnage principal qui a un lourd passé, qui peut avoir des tendances alcooliques, qui peut avoir des blessures, qui peut être... Ça arrive souvent, hein, le personnage torturé, blessé. Ça me dérange pas, mais ici, j'avais l'impression que pour les deux personnages policiers, ils avaient toutes les tares du monde, toutes les addictions possibles étaient cumulées dans ces deux personnages et en fait ça faisait trop. Moi ça m'a semblé trop. Ces personnages
Ils ont tous les problèmes du monde, aussi bien personnels qu'au niveau de la santé, au niveau des addictions, au niveau des problèmes psychologiques. Voilà, c'était trop pour moi. Trop d'attentes aussi pour que l'enquête vraiment se mette en route. Oui, je sais pas, moi ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas apprécié ce livre, malheureusement. Ça arrive, c'est rare que j'abandonne, mais ici ça l'a pas fait du tout, donc je vais pas non plus en parler encore pendant 3 heures. Mais avec moi ça ne m'a pas convenu, sans doute que ça plaira à d'autres personnes et c'est très bien. Donc moi malheureusement, ce n'est pas ce que j'apprécie et du coup je me suis pas forcée à le continuer, même si l'enquête franchement elle m'intéressait beaucoup. Je me suis dit c'est pas grave, même si j'apprécie pas le fond, les personnages, je vais le lire juste pour avoir le dénouement de l'enquête, parce que l'enquête m'intéressait, retrouver ce cadavre 50 ans après dans un état intact, ça m'intéresse encore maintenant, mais je me suis dit non, je vais pas en fait perdre du temps à me forcer un livre qui me plaît pas, alors que j'ai ma palle qui déborde de livres qui pourraient beaucoup plus me plaire. Donc malheureusement c'est celui-là, je l'ai arrêté, je me suis fait les 50 premiers pourcents, ça n'a pas pris, je n'en fais pas plus. Donc voici malheureusement pour celui-ci. Ensuite, j'ai terminé celui-ci qui est le manoir de Lake Sage de Lyndall, je sais pas si ça se prononce comme ça, Lipstone aux éditions Stardust. C'était une de mes lectures en cours de la semaine passée, je vous en avais parlé. Je l'ai terminé et ça c'était une très bonne lecture. Donc dans cette histoire, on va suivre Violetta et son frère Arien. On va vite découvrir que Arien a un pouvoir très spécial, un peu inquiétant, qui est lié aux ténèbres et qui cache, parce qu'apparemment c'est mal vu d'avoir ce genre de pouvoir. On va apprendre aussi qu'ils sont orphelins et qu'ils ont été recueillis par une femme qui les maltraite clairement, donc ils sont pas dans de très bonnes conditions et un jour ils vont décider de s'enfuir et ils vont trouver refuge au manoir de Lake Sage. C'est un grand manoir qui appartient à un jeune homme inquiétant également, étant donné qu'il est surnommé le monstre de Lake Sage. Donc il y a plein de rumeurs qui courent au sujet de ce jeune homme et notamment il paraît qu'il aurait tué toute sa famille, qu'il l'aurait noyé dans le lac juste à côté du manoir. Donc ils arrivent d'une situation précaire à une situation qui est pas plus engageante, pas plus positive, mais au moins ils sont plus maltraités. Donc ils vont arriver dans ce manoir et en fait ce jeune homme propriétaire du manoir va très vite s'intéresser à Arien et à sa magie, à son talent justement en rapport avec les ténèbres. Et Violetta va vite se rendre compte également que il y a des choses bizarres qui se passent dans ce manoir, qui se passent autour de ce lac, que le jeune homme a aussi une attitude étrange et en fait il y a une magie noire qui plane sur le domaine et plus précisément sur les eaux du lac. Donc voilà un petit peu l'ambiance et l'histoire de ce roman. Je n'en dis pas plus parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir et avoir la surprise en le lisant. Comme je vous l'ai dit au début, pour moi c'était une très très bonne lecture, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai adoré l'originalité de ce récit, c'est sombre, c'est noir, c'est vraiment très agréable, cette atmosphère comme ça assez lourde, pesante, j'ai beaucoup apprécié. Il y a de la magie, il y a une divinité qui fait peur, il y a un mal qui rôde, il y a des personnages qui sont quand même bien travaillés. On a une petite romance aussi, mais voilà, elle est pas dérangeante, elle prend pas le pas sur toute l'intrigue principale, donc ça va. On a une malédiction, bien sûr, on a des pactes de sang, on a plein de choses et tous ces éléments font que j'ai beaucoup apprécié ce récit, cette histoire. J'ai beaucoup aussi aimé la relation entre Violetta et son frère Arien. Ils sont vraiment très soudés. Bon, c'est vrai qu'on comprend bien qu'ils sont seuls au monde, donc ils ont toujours compté l'un sur l'autre. Et Violetta a toujours été très protectrice envers son frère. Donc j'ai bien apprécié cette relation qui est très soudée, qui est dans la confiance, qui est dans l'acceptation. C'était vraiment très très bien fait. Violetta, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un personnage qui est extrêmement protecteur envers son frère, du coup qui se mêle un petit peu de tout et qui préfère encaisser les choses elle à la place de son frère. C'est un personnage qui est fort, qui est courageux
qui est parfois un peu trop fonceur justement parce que ce côté protecteur fait que parfois elle se lance dans des actions ou dans des situations sans réfléchir dans le but de protéger son frère, alors que si elle avait pris un peu de recul, qu'elle en avait discuté, peut-être qu'elle avait réfléchi, il y aurait peut-être pas eu tous ces problèmes ensuite, mais bon, ça fait partie du personnage évidemment et ça fait partie de l'histoire. Donc il y a juste ce petit élément qui parfois est un petit peu perturbant, mais ça m'a pas gênée du tout. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un premier tome d'une duologie. Donc je suis ravie parce que je le savais pas, donc je l'ai terminé. Ça se termine. Oui, ça laisse sous-entendre une suite, mais ça aurait pu aussi être une fin en soi. Donc, quand j'ai été un peu lire les avis qu'il y avait dessus, on annonçait apparemment un deuxième tome, donc à voir s'il va arriver ou non. S'il y a un second tome, c'est évident que je le lirai parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Très bon moment passé avec cette histoire, et s'il y a une suite, je suis curieuse de savoir ce qui va arriver à Violette, à Arien et au jeune Lord, je me rappelle, Rowan, son nom, ouais voilà, c'est Rowan. Donc voilà, ça c'était une très bonne lecture. Je passe donc à la suite qui est Emblème, le premier tome donc qui s'intitule Le Cercle des Géographes, écrit par Ina Ciel aux éditions Nemos. Ça c'est le service presse qui m'avait été envoyé par la maison d'édition, que je remercie grandement. Je l'avais demandé, je l'ai lu sur ma liseuse, donc je vous mettrai la petite illustration ici, comme ça vous avez le visuel. Donc je vous en ai déjà parlé, mais je l'ai terminé à présent. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Ereb d'Aigremort, qui est un jeune homme qui en gros reste cloîtré dans son manoir et qui a un hobby assez glauque et macabre, mais je n'en dis pas plus. Et en fait il vit depuis des années dans ce manoir, il sort pas, il voit personne à part sa famille, parce qu'en fait il est traumatisé par un cauchemar qui date de son enfance, qui le hante toutes les nuits et qui lui crée un profond mal-être. Et un jour, contre toute attente, parce qu'il vit vraiment isolé de tous, de tout le monde à part sa famille, à part son loup Noctis qui l'accompagne, il va recevoir une demande d'union, donc un mariage. Cette demande vient de Cécilie, qui est une jeune femme fortunée, donc c'est vraiment inattendu. C'est pas recherché spécialement, mais Ereb va tout de même accepter cette union et il va aussi se laisser convaincre par Cécilie de participer aux sélections pour en fait intégrer le cercle des géographes. Ce cercle en fait organise des expéditions vers Exotica, donc qui est un lieu plein de créatures magiques apparemment. Et il y a très souvent des expéditions qui sont faites, qui sont envoyées là-bas. Alors pour Ereb, c'est un moyen justement de découvrir son passé, je n'en dis pas plus volontairement. Et pour Cécilie, en fait, c'est l'opportunité d'échapper aux traditions très archaïques qui sont imposées aux femmes dans le continent où ils habitent là actuellement. Donc ils ont tous les deux objectifs différents, deux objectifs qui sont un petit peu cachés, et ils vont se lancer justement dans cette expédition, dans ce voyage. Voilà, ça c'est pour le résumé en gros. Et c'était un récit très original dans lequel nous avons donc Ereb, qui est un personnage masculin principal inhabituel. C'est très différent de d'habitude car c'est un personnage qui est traumatisé, extrêmement traumatisé, qui est très fragile, qui est angoissé. Donc c'est le contraire complètement des personnages masculins forts, puissants, le héros qui gère tout. Là c'est complètement le contraire. Il est très solitaire, comme je vous l'ai dit. Il vit caché, il vit avec son loup dans le calme, dans la forêt. Il préfère la forêt aux hommes. Donc c'est vraiment le contraire. C'est un personnage très effacé, plein de complexes et de peurs. Et ça c'était assez intéressant d'avoir ce genre de personnage qui change radicalement. Nous sommes ici dans un univers aussi très intéressant, entre science et magie, je dirais. L'atmosphère est assez sombre dans son ensemble. Ça a un petit côté cabinet de curiosité. Donc c'est cette atmosphère qui s'en dégage que moi j'ai beaucoup apprécié.
J'ai beaucoup apprécié aussi l'évolution d'Ereb parce que au fil des pages, eh bien, il va quand même évoluer. Il va apprendre plus sur sa vie, sur son passé, sur ses peurs, sur ses craintes. Il va quand même les affronter. Donc, j'ai bien apprécié l'évolution de ce personnage. La relation entre lui et Cécilie va aussi avancer. Donc, au début, ce sont deux inconnus qui vont s'unir pour des objectifs différents qui, au départ, sont tout à fait cachés. Mais ça va quand même bien évoluer. Ils vont développer une relation de confiance quand même. Donc c'était vraiment bien amené, bien fait. Il y a un aspect psychologique vraiment bien travaillé entre ces deux personnages. Ça j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'était une lecture sympathique. La plume est très fluide, ça se lit très bien. C'est un premier tome, donc qui est quand même très prometteur. J'ai bien aussi aimé cet univers avec Exotica et ses expéditions, et j'aimerais aussi en savoir un petit peu plus, donc je pense que ce sera peut-être aussi davantage exploité dans le tome 2. Donc je pense que je lirai le second tome parce que justement cette première partie m'a donné envie de découvrir la suite. Passons maintenant à celui-ci qui est Eddie et Violette Bond de Amanda Glaze aux éditions Phibbs. C'est donc Castlemore, si je ne dis pas de bêtises. C'est un emprunt de bibliothèque que j'étais curieuse de découvrir parce que je sais que c'est un livre que j'avais hésité à acheter en neuf et je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque, donc je me suis dit ben voilà, ça règle la question. Donc j'ai lu cette lecture sans vraiment trop me lancer dans le résumé. J'avais envie de découvrir un petit peu à l'aveugle et j'ai bien fait parce que dans cette histoire, en fait, nous sommes à Sacramento en 1885 et on va suivre deux sœurs jumelles qui sont Eddie et Violette. Violette est la jeune fille qui a les cheveux bruns et Eddie la jeune fille qui a les cheveux blonds. Elles ont toutes les deux 17 ans, c'est logique vu qu'elles sont jumelles et elles sont toutes les deux médiums. Violette peut ouvrir le voile, donc ce voile sépare la vie de la mort, et Eddie quant à elle a la capacité de traverser ce voile pour se rendre dans le monde des esprits. Et donc elles ont ce talent depuis toujours, elles le tiennent de leur mère et leur mère malheureusement va décéder très tôt dans des circonstances assez particulières, je n'en dis pas plus volontairement, mais du coup à la mort de leur mère qui leur a tout appris de manière secrète, elles vont être contraintes de fuir parce que leur père a décidé de les faire interner. Elles vont donc vivre cachées au sein d'une communauté de femmes artistes de manière générale et produire avec cette communauté des spectacles. Donc elles vont produire des spectacles en rapport avec le spiritisme évidemment. Et un jour, lors de l'une de leurs représentations, Eddie va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche et qu'un esprit est entré dans le monde des vivants. Donc ça, on peut pas laisser faire ce genre de choses. Elle va donc enquêter pour renvoyer cet esprit, mais elle va aussi du coup constater que des femmes médiums disparaissent et sont même assassinées. Donc il y a un danger qui plane au-dessus de leur tête, de elle et de Violette, mais également de toutes les femmes médiums ou se faisant passer pour des médiums. Donc on est dans cette ambiance, ça c'est pour le petit résumé et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, c'était vraiment très agréable, très divertissant. L'intrigue est super intéressante, les thématiques sont super intéressantes également, j'ai apprécié tout ce qui concerne le monde des esprits, le spiritisme, etc. L'aspect du voile m'a fait penser un petit peu à Cassidy Blake, la série jeunesse, juste un tout petit peu avec ce voile que Cassidy peut passer aussi pour être plongé dans le monde des esprits, mais ici ça s'adresse à un public plus young adulte et pas jeunesse. Donc petit clin d'œil comme ça qui m'a fait sourire. Cette histoire parle aussi d'un sujet important, qui est la condition des femmes à cette époque et c'est très bien amené. J'ai apprécié aussi cet aspect dans ce livre parce que c'est un sujet sérieux et il est important aussi d'en parler. C'est basé sur des faits réels en plus, donc
Ça nous explique qu'à cette époque, les femmes pouvaient être enfermées dans un asile, internées sans vraiment motif sérieux, simplement à la demande de leur mari, de leur père ou toute autre figure masculine, parce que soit elles ont un comportement qui est jugé inadapté, soit parce qu'elles s'intéressent à la politique, soit parce qu'elles donnent leur avis un peu trop souvent. Enfin, c'est basé sur vraiment sur du vent, mais il y a cet aspect qui est présent et cette peur du coup qu'ont les femmes de pouvoir en tout cas être internées et de subir des choses horribles dans ces asiles. Donc voilà, thématique importante qui est très bien abordée ici, qui rajoute un plus à cette histoire. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Eddie. Ici, c'est vrai qu'on dit Eddie et Violette Bond, mais on passe beaucoup plus de temps avec Eddie qu'avec Violette. Violette est présente un peu au début, un peu à la fin, mais tout le reste, on passe du temps avec Eddie. Que j'ai bien apprécié, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un personnage qui est fort, qui est débrouillard. Il y a un petit côté mystérieux aussi dans cette histoire avec tout ce qui concerne les esprits. Et puis il y a aussi une enquête qui se fait, étant donné que Eddie va chercher la cause et la raison pour laquelle les femmes médiums disparaissent. J'ai beaucoup apprécié le dénouement, c'est très bien fait. Je m'attendais pas en fait à autant de rebondissements et de surprises dans cette lecture, donc très bon aspect. Je l'ai dévoré, c'est vraiment fluide, ça se lit super bien, la plume est prenante, c'est addictif, le rythme est soutenu, j'ai pas vu de temps mort, de temps, voilà, pas de lenteur, c'était vraiment très bien, ça se lit presque d'une traite, il y a rien à dire à ce niveau-là, donc je pense que c'est un livre très intéressant, si le paranormal vous intéresse en restant soft bien sûr, je vous conseille cette lecture et avec le petit aspect condition des femmes, ça apporte un plus, bien évidemment. Alors, à l'endroit, ce sera mieux. Mais décidément, voilà, dans ce sens-ci, ce sera mieux. J'ai également lu Steam Sailor, l'héliotrope. Ça, je l'ai lu en audio. Je crois que je vous en avais parlé la semaine passée. Bon, je pense que vous connaissez ces livres qui sont très très beaux. D'ailleurs, c'est aux éditions Gulfstream. On a des illustrations en noir et blanc ici et des rabats comme ça colorés. C'est fait par E.S. Green, donc c'est le premier tome, l'héliotrope, et j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Donc dans ce récit, on nous explique que jadis les alchimistes inventaient des choses incroyables grâce à la magie et à la science combinée, mais cette époque est aujourd'hui révolue, les alchimistes ont disparu et il existe en tout cas une légende qui dit qu'ils auraient caché un fabuleux trésor dans une cité secrète. Et là, on va suivre Prudence, qui est une jeune fille qui est assez... qui est démunie, c'est une orpheline qui est ballottée à gauche à droite, qui va être un beau jour enlevée par des pirates et emmenée à bord de l'héliotrope, un navire volant. Et ces pirates cherchent en fait la cité et les trésors des alchimistes, et Prudence va découvrir qu'ils détiennent un indice pour y arriver. Donc ça c'est pour l'histoire, on est ici clairement dans une histoire d'aventure, de chasse au trésor, de piraterie, toutes des thématiques que j'aime vraiment beaucoup en littérature et en film aussi d'ailleurs, que j'étais donc très contente de retrouver ici parce que c'est un livre dont j'en entends parler énormément depuis un bon moment. À chaque fois c'était toujours des très bons échos, mais j'avais jamais voulu vraiment découvrir à fond de quoi cela parlait. Donc ici j'ai pu découvrir à mon aise et les thématiques qui en ressortent m'ont beaucoup plu. C'était un très chouette univers, comme je vous l'ai dit, j'ai bien apprécié la piraterie, le trésor disparu, la quête, l'aventure, etc. C'était vraiment très chouette. J'ai bien aimé Prudence, j'ai bien aussi aimé l'équipage de l'héliotrope, ces pirates qui sont très chouettes en fait. Ce sont des personnages avec beaucoup d'humour pour certains, qui sont attachants. Oui, c'était vraiment une bonne ambiance au niveau de l'équipage de l'héliotrope. Prudence est un personnage aussi très intéressant étant donné qu'elle a des connaissances en médecine et en plus elle fait des rêves prémonitoires, donc il y a ce côté magie et surnaturel qui intervient. Comme je vous l'ai dit, très bonne lecture. Il y a plein d'énigmes, il y a des mystères,
C'est prenant, c'est rythmé, c'est entraînant. Il y a plein de péripéties constamment. C'était vraiment très très agréable à lire, enfin en tout cas à écouter. Pour moi, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'ai hâte de découvrir la suite de cette trilogie. D'ailleurs, j'ai craqué, j'ai acheté l'édition collector. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai fait une story. Le voici, l'édition collector, qui est absolument magnifique, avec des dorures, l'image qui fait tout le contour, et on a les pages comme ça qui sont en doré. Il est vraiment très très beau. À l'intérieur, illustration à l'avant et à l'arrière. Voilà. Et à l'intérieur, on a aussi des illustrations d'après ce que j'avais vu. Voilà. Il est magnifique, donc je compte bien poursuivre la lecture avec celui-là, bien évidemment. Je cherche un début de chapitre. Vous voyez, on a ce genre de choses au début des chapitres. Je suis super contente de l'avoir. J'avais réfléchi et puis je me suis dit que ça en valait la peine. Donc voilà, j'ai craqué. Oui, du coup, je vais mettre sur mon Vinted celui-ci qui est en parfait état, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais mettre pas mal de livres sur Vinted parce que j'ai fait un tri aussi dans ma bibliothèque. Je vais vous montrer ça également tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si certains livres vous intéressent. J'ai mon lien qui est mis dans la barre de description de toute façon. Donc voilà pour Steam Sailor, vraiment très chouette lecture, je comprends tout l'engouement qu'il y a autour et je vais continuer, je vais pas laisser traîner trop de temps pour terminer et lire cette trilogie. Alors j'ai aussi lu Bayuk de Justine Niogret aux éditions 404, un livre très joli que j'avais eu sur Vinted si je me rappelle bien, donc il m'avait pas coûté cher et il est en très bon état. On nous annonçait ici une malédiction au cœur du plus sombre des bayous. C'est aussi une lecture qui fait partie de ma palle d'automne. Je commence à bien vider ma palle d'automne, j'ai déjà lu une dizaine de livres de cette palle, en plus des emprunts bibliothèques qui n'ont pas aucun rapport avec la palle d'automne, donc je suis quand même assez contente. Dans cette histoire, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a une malédiction au cœur du bayou. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Thomas. Thomas qui va être maudite en fait pour les crimes de sa mère qui est la pirate la plus redoutée de toutes les mères. Cette mère, elle ne l'a jamais connue, elle l'a abandonnée quand elle était bébé et du coup, la pauvre Thomas, elle va croiser une femme dont les deux fils étaient engagés dans l'équipage de cette pirate. Apparemment, ils sont morts et la mère le sent, elle sait que ses fils sont morts et pour se venger, elle va lancer la malédiction sur Thomas. Vu qu'elle ne sait pas où se trouve sa mère, la pirate, la responsable probablement de la mort de ses fils. Donc cette malédiction, ce sont des esprits en fait qui la traquent. Qui la traque sans merci. Elle va donc être contrainte de quitter son petit village dans le bayou pour retrouver le corps de ses deux fils et essayer de mettre un terme à la malédiction. Elle va donc partir, elle va être accompagnée par deux personnes de son village, notamment Roi Crocodile, qui est un genre de médium, de sorcière du village, et elle va aussi être accompagnée par un jeune homme qui s'appelle Bone et elle va partir en quête de la vérité en gros. Donc c'est vrai que moi je m'attendais à une histoire de malédiction dans le bayou et finalement c'est plus une histoire de pirate de nouveau. Donc j'aime bien la thématique piraterie, c'est pas un souci, mais ça a un petit peu bloqué mon engouement. J'aurais aimé qu'on reste au niveau du bayou. C'était pas une lecture folle, c'est pas quelque chose qui va me rester en tête. J'ai apprécié la lecture, mais vraiment sans plus. C'est un petit livre qui fait moins de 300 pages.
Ce fut pas une mauvaise lecture, je suis pas déçue ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est une lecture sans plus, non plus, qui se lit bien, qui se lit assez vite. J'ai eu l'impression parfois que ça partait un peu dans tous les sens, qu'il n'y avait pas vraiment une ligne directrice. Oui, je sais pas, c'était peut-être pas très structuré. J'ai eu un peu du mal par moment à voir où on voulait en venir, parce que par moment on dérivait totalement dans un autre aspect, dans une autre ambiance, et ça avançait de plus en plus, et je me suis même dit mais j'approche de la fin, et cette histoire de malédiction par rapport aux deux fils de cette femme n'est toujours pas réglée. Donc je me disais, est-ce qu'à un moment donné on va revenir dans cette mission, dans cette quête réellement. Voilà, c'était peut-être un petit peu fouillis par moment, et je pense que c'est pour ça aussi que voilà, ça a été une lecture assez moyenne dans son ensemble. Il y a des petits aspects intéressants parce que voilà, ça parle de la malédiction, ça parle des esprits, il y a tout un côté aussi surnaturel, avec des rites initiatiques et une ambiance piraterie qui est assez intéressante, qui rappelle un peu, en tout cas moi ça m'a un peu rappelé Pirates des Caraïbes par certains aspects, donc quelque chose d'un peu décalé, ce qui m'a plu, mais oui, j'ai pas accroché autant que j'aurais voulu, autant que je pensais. Après, ça se lit très vite, donc on passe pas non plus des heures. C'est pas une brique de 500 pages, parce que là, je sais pas honnêtement si je l'aurais terminé. Ici, j'ai pu le terminer. Il y a un petit côté aussi moralisateur, un petit peu philosophique. Ouais, je sais pas. C'était un peu trop éparpillé à mon goût. Ici, on a aussi un aspect piraterie. Par contre, c'est pas du tout fait de la même façon que dans le précédent, le livre Steam Sailor. Ça a rien à voir. J'ai beaucoup plus apprécié Steam Sailor dans cet aspect de piraterie que ici. Oui, je sais pas. J'ai pas été complètement convaincue avec cette lecture. Pourtant, il y a des choses intéressantes. Il y a des rebondissements. Mais oui, quelque chose de je sais pas, trop fouillis, trop brouillon, un peu trop, on part dans toutes les directions et puis on revient et puis on repart. Je sais pas. En tout cas, avec moi, je n'ai pas été emballée par cette lecture. Je pense que je vais pas le garder parce que je le relirai pas, et comme j'ai passé un moment moyen avec, je pense pas que ça sert à beaucoup de le garder dans ma bibliothèque. Après, si il vous tente, n'hésitez pas, bien sûr. Ce n'est que mon avis. Ça, sans doute que ça plaira à plein d'autres personnes, mais en tout cas avec moi, ça ne l'a pas vraiment fait. Et enfin, j'ai terminé celui-ci qui est De l'autre côté de la porte de fée de Sylvie Vicky Constantin, qui est un livre qui m'a été envoyé par l'autrice, donc c'est un service presse et je la remercie pour son envoi. Je vous en avais déjà parlé précédemment, vu que j'étais en train de le lire. Je l'ai à présent terminé. Donc dans cette histoire, en fait, ça parle de fées, bien évidemment, et ce sont deux fées qui vont passer du monde des fées au monde des humains, et qui vont solliciter l'aide de Jack, qui est un détective privé. Il va se laisser convaincre par ces deux visiteuses de justement prendre cette enquête, parce qu'il se passe des choses étranges au pays des fées. Il se passe quelque chose de très bizarre, donc les fées ont besoin d'aide, et Jack va se laisser convaincre de partir pour le pays des fées et voir un petit peu ce qui s'y passe, et bien trouver une solution à ce problème. Alors ils vont passer une petite porte miniature, donc c'est tout un processus pour passer d'un monde à l'autre. Les deux fées s'appellent Eleanor et Lonorine, et en fait ils vont être accompagnés par un personnage non prévu qui va se faufiler également dans ce passage. Donc ils vont se retrouver à 4, 2 humains et 2 fées dans le monde des fées, où effectivement c'est un monde complètement différent du nôtre, donc du monde des humains. C'est un monde
qui est très harmonieux en fait, et justement toutes les choses étranges qui arrivent fait que cette harmonie se perd, change, qu'il y a plus d'agressivité qui arrive, alors que c'est pas du tout dans le caractère des fées, c'est complètement à l'opposé de ce qu'elles sont habituellement. Et on va suivre donc Jack, le personnage qui a suivi, qui s'appelle Dean, et alors ces deux fées, Eleanor et Lonorine. Donc voilà pour un petit peu l'histoire. Donc on est dans un univers de fantasy. On va suivre une enquête privée, vu qu'on suit des détectives privés. Et j'ai bien aimé cet aspect, cette originalité aussi de penser à faire une enquête dans le monde des fées. C'est une lecture toute douce qui est assez agréable, c'est frais, c'est léger, il y a un peu de l'aspect magique évidemment, on nous apprend plein de choses sur l'univers des fées, leur façon d'être, leur façon de vivre, leur système alimentaire, etc. Donc c'est quand même un univers qui est bien travaillé, il y a eu beaucoup de recherches pour faire quelque chose de cohérent. L'enquête policière, l'enquête avec le détective privé est assez simple au final. Je pense que c'est pas vraiment le point fort de ce livre. Le point fort, c'est plus l'univers féerique. Il y a de l'humour aussi. Les petits personnages sont attachants. Au niveau de l'enquête, ça ressemble plus, si je peux comparer, ça ressemble plus au style d'un cosy mystery qu'un polar ou qu'un thriller, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plus quelque chose de léger. Donc c'est ce genre de petite enquête policière. J'ai beaucoup d'enquête tout simple. J'ai bien aimé aussi les petits clins d'œil au Seigneur des Anneaux. Ça, j'ai beaucoup apprécié. À la fin, on nous en parle. C'était très sympa. Étant moi-même une grande fan du Seigneur des Anneaux et de l'univers Tolkien de manière générale, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'était une lecture assez fraîche, agréable. C'est vrai que je pense que ce serait parfait en fait pour le printemps parce que c'est léger, c'est confortable, c'est agréable. Voilà, c'était une petite lecture sympathique. Voilà pour mes lectures faites. Alors, je vais vous parler maintenant rapidement de ce que je suis en train de lire. Alors, en audio, je suis dans celui-ci qui est Le Chant des Cavalières aux éditions Les Moutons Électriques. C'est fait par Jeanne-Mariem Corrèze. J'ai bientôt fini, vous voyez, j'ai déjà lu tout ça, il me reste ça. Et c'est sympathique pour l'instant, j'aime bien l'univers. On a un royaume instable, on va dire. Et on va suivre un ordre de femmes qui sont les cavalières, et on passe vraiment beaucoup de temps avec ces femmes et avec un petit personnage féminin qui s'appelle Sophie. Donc c'est sympa pour l'instant, je l'ai bientôt fini. Je suis curieuse d'avoir le dénouement final parce que je sais pas du tout vers quoi on va. Donc c'est assez mystérieux, mais ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Je suis toujours dans le Maxime Chatham, Le Signal, mais j'ai bientôt fini. Vous voyez, je suis ici, donc il me reste moins de 200 pages ou quasiment 200 pages à lire. Donc cette petite brique qui n'en a pas l'air fait quand même 900 pages et ça se lit très bien. Je suis dessus, mais je lis vraiment un tout petit peu le soir et malgré ça, ça se lit tout seul. J'avance très bien et j'aime beaucoup cette ambiance extrêmement noire, extrêmement angoissante, donc c'est très très chouette. J'ai commencé celui-ci qui est un nouvel emprunt de la bibliothèque, donc c'est Le Monde de Nedara, le premier tome, Celle qui reste. C'est fait par Catherine Applegate aux éditions Seuil et ça se lit extrêmement vite parce que je suis déjà à 70 pages, donc ça fait ça. Et j'ai lu un tout petit peu hier et avant-hier, juste quelques petits chapitres comme ça pour voir de quoi ça parle. Donc ça a l'air assez prometteur et ça va se lire extrêmement vite, donc d'ici la semaine prochaine je pense que je pourrai déjà vous en parler. Je suis également dans cette lecture aussi sélectionnée dans ma palle d'automne, qui est La Colline aux Corbeaux, un premier tome d'une trilogie aux éditions J'ai lu. C'est plus une enquête historique
Ici, je suis au chapitre 7, page 83. Donc, j'avance. J'aime bien le début. J'aime bien ce que je lis pour le moment. Il y a 550 pages, donc j'ai encore de quoi faire. Mais j'avance tranquillement, mais sûrement. J'ai également commencé le Wonderling de Mira Bartók. C'est une édition France Loisirs que j'ai et que je trouve magnifique. Superbe. Il n'y a pas de résumé, donc je savais pas dans quoi je me lançais avant de me lancer. J'ai lu 10 chapitres, donc je suis à la page 100. Il y en a 500 environ et ça se lit mais super vite parce que quand je l'ai pris, je m'étais pas rendu compte de la taille de la brique et je pensais qu'il faisait moins de 500 pages, mais au final il en fait 500, mais ça se lit super vite. C'est de la jeunesse, de temps en temps il y a des petites illustrations, vous voyez, qui sont insérées dans les pages. C'est vraiment un très beau livre. Il y a des, j'en ai vu une autre ici, vous voyez, des choses comme ça. Donc petit chapitre court, très aéré, très prenant, ça se lit très très bien. Et ensuite un petit renard qui s'appelle, le pauvre, il s'appelle numéro 13. Il a été abandonné dans un foyer, dans un institut. Et ça se passe très mal dans cet institut. Le pauvre, il a qu'une seule oreille aussi, donc il est moqué par certains autres pensionnaires de ce foyer. La directrice, c'est une horreur, c'est un personnage méchant au possible. Et voilà, on suit ce petit personnage, ce petit renard tout chou qui est malmené, le pauvre. Donc je passe un bon moment, si je peux dire, et j'ai hâte de découvrir la suite. Et enfin, dernière lecture en cours, c'est celui-ci que je vous avais déjà montré la semaine passée. J'ai avancé un petit peu, mais pas des masses non plus. Je suis à la page 76, ça revient à ça. Mais je sais que ça va se lire très vite. Là, c'est juste que j'avais un peu mis de côté pour avancer, notamment dans le SP emblème qu'on m'avait envoyé numérique et aussi le SP papier de l'autre côté de la porte de fée que je voulais terminer. Donc j'ai mis la priorité là-dessus et sur d'autres lectures. Mais je vais maintenant mettre la priorité sur celui-ci pour cette semaine et je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera fini. Donc je pourrais vous en parler. Il est magnifique. C'est très littéraire, c'est très axé sur le théâtre, sur Shakespeare, sur des choses comme ça. Mais moi, ça me plaît pour l'instant. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Alors, de la bibliothèque, j'ai ramené quelques petites choses. Je vous ai déjà montré évidemment les mondes de Nadara. J'ai un trou de mémoire. Le monde de Nedara, ça va, j'étais pas loin. Donc ça, c'est un premier emprunt bibliothèque. J'ai également pris le premier et le second tome d'un petit manga qui s'appelle Happy. Que je n'ai jamais vu passer. Il me restait 2 livres à emprunter et je me suis dit pourquoi pas tenter commencer un petit manga. Donc voilà, j'ai celui-ci, le 1 et le 2. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou non. Alors je me suis pris la suite de l'Épouvanteur avec le 3e tome, le 4e tome et le 5e tome. Comme ça, j'ai de quoi faire. Je sais que c'est des livres qui se lisent super vite, donc pas d'inquiétude. Je les aurai sans doute pas lus tous les 3 d'ici la semaine prochaine, faut pas exagérer non plus, mais j'ai 3 semaines de délai d'emprunt à la bibliothèque, donc j'espère bien pouvoir lire tout ça d'ici la prochaine fois que je devrais y retourner. Alors je me suis aussi pris un Terry Pratchett avec Stephen Baxter qui est La Longue Terre aux éditions La Talente. Je voulais prendre la suite de... J'avais lu La 8e couleur il y a pas longtemps, cette série qui fait 36 ou 40 livres. Je m'étais dit de continuer et d'emprunter le second tome, mais il n'y avait pas en fait le second. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre série de Terry Pratchett qui était celle-ci, il y avait 4 livres je pense. Je me suis dit tiens, essayons. Donc je verrai bien, je vais tenter ceci. Je me suis aussi pris Opération Sabine aux éditions Les Moutons Électriques par Nicolas Texier. J'ai lu en diagonale la 4e de couverture. Apparemment, on est à Londres en 1935. Il y a une histoire d'enchanteur. On parle de sociétés secrètes qui mêlent des poètes, des sorciers, des créatures de l'outre-monde.
Apparemment, il y a un service de renseignement. Ça a l'air d'être un truc qui mixe un peu espionnage, polar, roman d'aventure, avec une ambiance de fantaisie. Donc, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être très bien. Et alors, j'ai pris le troisième de cette série de Morgan Rhodes, qui est Le Dernier Royaume. L'acte 3 ici, c'est Le Ralliement des Ténèbres aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai terminé le tome 2 et je l'ai ramené à la bibliothèque. Je me suis dit, bah, tant que j'y suis, continuons la série. Donc voilà, ça se lit super vite aussi, hein, c'est pour ça. C'est jeunesse, c'est très accessible, c'est fluide, ça se dévore sans problème. Donc voilà pour mes emprunts bibliothèque, j'ai du pain sur la planche. Sinon dans les livres à donner, je vous en avais parlé la fois passée, j'ai aussi trouvé celui-ci qui est de Patricia McDonald, Petite Sœur aux éditions Le Livre de Poche. Ça avait l'air sympa, c'est cette édition par contre où c'est mes rikiki au niveau de la police, c'est hyper serré au niveau de l'interligne, mais ça me tentait bien. Voici le petit résumé, si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause. Je me suis dit, ça a l'air sympathique et apparemment, c'est un petit peu similaire à Mary Higgins Clark, donc c'est ça qui m'a donné envie. Et puis, même si c'est écrit très petit, ça reste un livre qui fait qui fait 250 pages, donc ça va. Voilà, ça c'est pour mes emprunts bibliothèque. Sinon, j'ai fait des petits achats dernièrement. J'ai notamment reçu une commande France Loisirs et j'ai acheté d'autres petites choses. Donc, je me suis déjà préparée pour l'ambiance de Noël parce que j'ai acheté ceci. Donc, en premier lieu, on a Scary Christmas, l'histoire du pire Noël de Hélène McMullan aux éditions Hugo Poche dans la collection Suspense. C'est un tout petit livre. Je me suis dit que ça pouvait être fun de lire ça en décembre. C'est pas pour tout de suite, mais comme ça au moins j'ai déjà quelques livres pour cette période. J'ai aussi pris 2 romances comédies de Noël. Je suis pas super fan, je vais pas en lire 50, mais j'aime bien me mettre dans l'ambiance en lisant une ou 2 petites histoires de ce genre. Donc j'ai pris celui-ci de Sarah Morgan, Un Noël romantique en Laponie aux éditions HarperCollins Poche. Je l'avais vu déjà l'année passée en grand format et j'avais hésité à le prendre, mais je me suis dit quand même 20 € pour une romance de Noël, je préfère les acheter en poche. Ça revient moins cher, ça se lit tellement vite aussi, donc je me dis je préfère avoir un plus petit prix pour ce genre de livre. Je suis très contente de l'avoir. Par contre, j'avais lu l'année passée un Sarah Morgan que j'avais beaucoup apprécié. Je me souviens plus le titre, mais j'avais vraiment bien apprécié cette histoire. Et j'ai aussi craqué pour un Jenny Colgan parce que Jenny Colgan, j'aime beaucoup la série La Petite Librairie. Des fleux tranquilles, des jours heureux, je sais plus. Il y en a plusieurs comme ça. D'ailleurs, j'ai acheté la dernière sortie Poche. J'en ai déjà lu 2 et il y a le 3e qui m'attend. Donc comme j'apprécie la plume de cette autrice, je me suis dit tiens, pourquoi pas alors lire Noël à la charmante librairie. En plus, s'il y a une librairie, ça peut être très sympa aussi. Donc voilà, ça c'est pour ambiance Noël. Sinon, je me suis pris une sortie récente qui est celui-ci, Une couronne de lierre et de verre aux éditions Olympe, écrit par Claire Legrand. C'est un livre qui me tentait beaucoup, on en l'a beaucoup vu passer sur les réseaux et je me suis décidée, je l'ai acheté en brochet parce que le relié est très beau, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose de différent par rapport au brochet à part le prix. Et comme je trouvais que celui-ci était très joli, je me le suis pris dans ce format. Je me suis pris par contre en relié, parce que je pense pas qu'il existe en brochet, L'héritier trahi de Holly Black évidemment. Donc ça c'est dans l'univers de le peuple de l'air avec le prince cruel, le roi maléfique, la reine, je ne sais plus quoi. Ceci que j'ai cette trilogie qui est en brochet d'ailleurs. Donc celui-ci j'aurais préféré le trouver en brochet pour que ça soit pareil dans ma série, dans ma collection, mais je sais pas, apparemment il n'existe pas en brochet. En tout cas moi je l'ai pas trouvé. Il est très beau en relié, hein. Il y a du jaspage et tout, il est magnifique. Et j'ai hâte de le découvrir parce que j'avais beaucoup apprécié la série Le Peuple de l'air.
Et ouais, il est vraiment splendide. On ne peut pas dire le contraire. Ici, apparemment, ça va plus parler de Shen, qui est un personnage qu'on connaît. Si vous avez lu la série, vous voyez de qui je veux parler. Oui, c'est ça. D'après ce que je lis ici, c'est effectivement plus de Shen dont il sera question. Et j'ai très hâte de le découvrir. Sinon, j'ai également pris celui-ci, une autre sortie qui est d'Écailles et d'Obscurité aux éditions Gulfstream. C'est le premier livre qui s'appelle Obsidienne avec un très beau jaspage bleu. C'est aux éditions Gulfstream. C'est fait par Gaëlle Maumont et j'avoue que je veux pas trop en savoir non plus. Sur cette histoire, j'ai envie de pouvoir découvrir à mon rythme, mais je suis très curieuse. Je vous mets quand même le résumé, voilà, si vous voulez faire pause et lire à votre aise, comme ça, vous avez quand même la petite information. Dernier achat aussi que j'ai fait, c'est celui-ci, Le Royaume des Damnés, c'est pas Le Royaume des Damnés, c'est Le Royaume des Maudits. C'est le second tome. Donc la suite du Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus, qui est très beau aussi en relié parce que j'avais quand même bien apprécié avec quelques petites faiblesses et quelques petits points faibles le premier tome. Je vous en ai parlé la semaine passée, mais suffisamment aimé pour avoir envie de lire la suite. Donc je me suis commandé la suite. Donc ça c'est une chose. Maintenant sinon en ce qui concerne ma commande France Loisirs qui vient d'arriver, nous avons tout d'abord celui-ci qui est Les Pionnières, le premier tome Une place au soleil de Anna Jacobs. Ici c'est aux éditions France Loisirs poche logique, vu que j'ai commandé là. C'est un livre qui me faisait envie quand je l'avais vu, je ne sais plus où. Je sais pas qui publie quand c'est pas France Loisirs, je sais pas. Mais bref, j'avais beaucoup été tentée de lire cette nouvelle trilogie de Anna Jacobs, qui est une autrice que j'avais vraiment envie de découvrir. J'avais déjà lu d'autres livres qui me tentaient, j'avais pas encore passé le pas. Donc voilà, maintenant je me suis dit que j'allais prendre celui-ci pour tenter. J'ai également pris celui-ci qui est un 6e tome si je me trompe pas, Les enquêtes de Roderick Allen de Ngaio Marsh, un vrai crime d'artiste. J'ai déjà lu le premier et le second tome dans cette série. Le 3e est dans ma palle d'automne d'ailleurs, il faudrait que je le lise, mais je les achète quand ils sont disponibles chez France Loisirs parce qu'ils sont moins chers aussi et je les aime bien dans cette collection piment, ça me dérange pas. Donc voilà, je me suis également pris un second tome, La Cour des Miracles de Victor Dixon, donc c'est de la trilogie Vampiria. J'ai le premier tome qui est dans ma palle d'automne que je devrais découvrir. Comme j'avais l'intention de le lire, je me suis dit prends le second tome déjà vu qu'il est disponible chez France Loisirs et je pense que je vais quand même bien apprécier. J'ai quand même entendu beaucoup de très bons échos, donc j'espère que ça me plaira et du coup je pourrai continuer avec le tome 2. Oups, ça va, il n'y a pas de casse. Et je me suis pris aussi celui-ci, Pierre Bordage, L'Angeau mineur, l'intégrale, qui est énorme, où c'est écrit assez petit et où les pages sont extrêmement fines. Mais il est très confortable à mon avis, on peut le poser sans souci, il se referme pas. Ça me tentait beaucoup. Pierre Bordage, c'est une personne qui est connue au niveau de ses livres et j'en ai déjà lu quelques-uns et ici j'avais envie de découvrir cette série, cette trilogie, comme il proposait l'intégrale chez France Loisirs et qu'en plus j'avais des points en réserve qui me permettaient d'avoir un livre gratuit. En plus j'ai utilisé mes points pour avoir celui-ci gratuitement. Donc j'étais assez contente. Et enfin j'ai pris une petite BD qui est celui-ci, qui est tout mignon on dirait, c'est Bergère guerrière aux éditions... Bah oui c'est France Loisirs mais je sais pas qui édite, les éditions de Noël à la base. Ça a l'air très chouette.
On nous explique que ça fait 10 ans que les hommes du village sont partis pour la Grande Guerre, 10 ans que plus personne n'a de nouvelles d'eux ni de ce conflit. Les femmes ont alors créé l'ordre des bergères guerrières, des combattantes choisies parmi les plus braves pour protéger le village. Du haut de ces 10 ans, Molly peut enfin commencer l'entraînement qui lui permettra, si elle s'en montre digne, de rejoindre l'ordre. Elle pourra compter sur son bouc Barbe Noire et son ami Liam pour l'accompagner dans tous ses périples. Donc ça me tente bien. Et les illustrations sont assez jolies aussi. C'est ce genre. Je pense pas qu'il va traîner longtemps. Donc voilà. Ça c'est pour la commande France Loisirs. Alors enfin, je vais vous montrer le petit trick que j'ai fait. Des livres que je vais mettre en vente sur mon Vinted principalement. Donc si vous avez envie d'aller jeter un œil, n'hésitez pas. Alors je vais mettre Terre de brume, le premier tome de Cindy Van Wilder. C'est un livre que j'ai lu, qui était intéressant, mais que voilà, je trouvais que ça prenait un peu trop de temps pour démarrer, même si l'univers avait l'air super intéressant. Nous sommes dans un monde qui est envahi par la brume et on va suivre deux jeunes femmes qui vont unir leur magie pour justement faire face à cette brume et sauver le monde de la destruction. Au niveau de la magie, ça fonctionne d'après les éléments, donc univers intéressant, mais moi j'avais pas été happée directement dans cet univers, donc je me dis que ça sert à rien de le garder parce que finalement je vais pas me lancer dans la suite, dans la lecture du second tome. Du coup je me débarrasse de celui-ci. Il y aura également celui-ci qui est Sorcière et tueuse, recherche chasseur de démons, le premier tome de Cathy French aux éditions du Chat Noir, que j'avais bien aimé. C'était vraiment un chouette premier tome, j'avais apprécié, un personnage fort avec effectivement un monde magique et de la sorcellerie et des enjeux assez importants qu'on découvre à la fin, mais je dois faire aussi un petit peu de place dans mes bibliothèques, donc je vais pas le conserver. Également Peine et ombre de Ariel Hall aux éditions 404, qui est une de mes récentes lectures. Que j'avais aimé mais sans plus non plus. Je trouve qu'il manquait un petit peu de pages parce que l'univers était super intéressant et c'est un tout petit livre qui fait aussi 300 pages, même pas, qui fait 260 pages. Donc je pense que ça aurait mérité un petit peu plus de pages pour plus être immergé dans l'histoire, plus s'attacher. Donc c'était un bon moment lecture, mais sans plus non plus. Donc je vais m'en débarrasser. Il y a aussi Fandom, le premier et le second tome aux éditions Pocket Jeunesse de Anna D. J'avais lu le premier tome qui m'avait semblé long, extrêmement long. Pourtant l'histoire de base me tentait énormément parce que c'était l'idée que des personnages de notre monde qui sont fans absolus d'un film tiré d'un livre se retrouvent un jour projetés dans cette histoire, dans ce film, et un rôle à jouer dans l'action principale qui soit assimilée justement à leur histoire favorite. Donc je trouvais l'idée géniale, mais l'application en tout cas de cette idée ne m'a pas convenu. J'ai lu le premier tome, je me suis dit que j'allais retenter avec le second tome, mais je me rends compte qu'au final j'ai pas envie de me lancer dans cette suite malheureusement. Donc ça sert à rien de les conserver, je vais donc les mettre en vente, ils plairont sans doute à quelqu'un d'autre. Je vais mettre aussi des petites romances de Noël parce que je les ai lues il y a 2 ans de ça et je pense pas les relire. Donc il y a celui-ci de Sophie Gemin, Les étoiles brillent plus fort en hiver, aux éditions Charleston. Il y aura aussi Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, toujours Charleston, toujours Sophie Gemin. Et un Clarisse Sabar, Sous un ciel étoilé, aux éditions Charleston aussi. J'avais passé un bon moment avec ces lectures. C'est des chouettes petites romances de Noël qui ont fait leur travail. Mais voilà, moi c'est un style que j'apprécie de lire comme ça une fois à la période de Noël, mais comme je suis pas non plus fan absolu de romance, c'est pas un genre qui me convient spécialement, du coup je pense pas que je les relirai, vu que dans l'objectif de lire 1 ou 2 romances
de Noël ou comédie de Noël, j'achète d'autres histoires. Donc je pense pas relire les anciennes que j'ai lues. Donc je pense que ça pourra plaire à quelqu'un d'autre qui aura envie de les découvrir. Alors je vais également me séparer de L'exploratrice impériale, le livre 1 de Heather Fawcett aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Il est sorti en 2018. J'ai dû le lire à ce moment-là ou dans les 2 ans. Non, je pense que j'ai. Il est sorti, je sais plus. Il y a un bon moment, vraiment un bon moment. En 2019. Donc j'ai dû le lire à ce moment-là parce que je l'avais acheté à sa sortie et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et on nous annonçait la suite en 2020. Donc c'est noté en fait ici. Apparaître 2020 et on est en 2023 et il n'y a toujours rien. Le livre est sorti en anglais mais toujours pas de traduction à l'horizon. Et je garde ce livre en fait juste pour avoir la suite, mais du coup je me suis rendu compte que je sais que j'avais bien aimé, mais que je me rappelle pas de l'histoire, pas vraiment. Je sais que ça se passe sur une montagne, je sais qu'il y avait des peut-être une histoire de magie, je suis même pas sûre. C'était un truc d'explorateur et en rapport avec la montagne, mais c'était vraiment bien amené. On suivait une jeune fille, mais du coup voilà. Il reste parce que j'attends la suite et ensuite la suite et en fait la suite n'arrive pas. Ça fait plusieurs fois que j'hésitais à le revendre et je l'ai toujours gardé en disant mais non, la suite va arriver, mais comme la suite n'arrive pas, je me dis ça sert à rien en fait de le garder. Et si jamais, je sais pas moi, dans 5 ans, le second tome arrive, c'est pas grave, au pire je me les rachète ou je les emprunte à la bibliothèque ou je trouverai bien une façon de clôturer cette histoire. Alors il y aura aussi La maison aux 36 clés de Nadine Desbertolis. C'était une édition France Loisirs, c'était une très chouette lecture, une chouette histoire jeunesse avec des illustrations, avec des petites énigmes, avec un jeu de pistes dans la maison. C'était vraiment très chouette, mais voilà, c'était une lecture agréable, mais sans plus non plus. Et enfin, il y aura celui-ci qui est L'impératrice du sel et de la fortune aux éditions La Talente. C'est un premier tome que j'avais bien aimé, mais de nouveau, sans plus. C'est très poétique, c'est très doux, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Et je sais pas si je vais poursuivre cette série aussi, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui sont sortis déjà. Et voilà, comme je sais pas si je vais continuer, je me dis que ça sert à rien spécialement de garder. Voilà, nous y sommes enfin arrivés. Je vous ai dit tout ce que j'avais prévu de vous dire. J'espère que ça vous a plu. Nous sommes de nouveau dans une longue vidéo. Après, il y avait des choses à vous montrer, des choses à vous dire. Donc, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des petits commentaires, des petits emojis, tout ça qu'on discute un petit peu de lecture, des livres que je vous ai présentés, des lectures que vous êtes en train de faire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.